C'est parti les amis, vous regardez la classe foot saison 3. L'actu foot revisité comme d'habitude par la First Team chaque vendredi en direct. Et puis ensuite à retrouver sur la nouvelle chaîne First Team Multisport, First Team Sport. On est ravis d'ailleurs parce que vous êtes plus de 5000 désormais à nous suivre en direct aussi avec vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc. Aujourd'hui, au sommaire, gros sommaire de cette classe foot avec en une touche le tour de table des amis de la First Team du plateau, toutes les actus chaudes à ne pas rater, la séquence Oh My Goal, quel article, quelle vidéo, quelle photo a été la plus commentée et qui est partagée sur le site de notre partenaire Oh My Goal. On en parle, un indice de la viande argentine au menu ce midi. Coupable, non coupable, Nassima tentera avec vos réactions en vidéo comme d'habitude de défendre quelqu'un ou quelque chose. Serait-ce le Real Madrid ou Julen Lopetegui cette semaine? Possible. La récréation bien sûr, le grand débat de la First Team. Pourquoi l'OM est-il à court d'idées? Pourquoi l'OM manque d'ambition? On en parle dans un instant. Et puis Manu, tu descends, l'homme de la FFF, vous le connaissez, il est là, cheveux au vent. Il va vous parler de la Coupe du Monde à 42 équipes. Et ça ne lui a pas trop plu, je vous le dis. Allez, entrez, c'est parti, c'est foot, c'est la classe foot. Salut tout le monde, c'est la classe foot, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe, la First Team Family, a commencé cette semaine par celle qui a tout juste retiré son maquillage d'Halloween pour mieux enfiler son costume de juge dans la classe foot, Nassima Driouache. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Plutôt. Ouais, super. Très bien. T'inquiète pour vous, ça va. Ça va bien, ça a l'air. Tiens, ça tombe bien, on va parler de l'OM aujourd'hui. Il a vécu à Marseille, il a de grands conseils à donner à son club d'amour, à son club chéri, à Rouen à Mautrette. Je me dis, j'ai vécu à Marseille parce que j'étais venu 6 mois faire un semestre à la fac. 6 mois à Marseille. Ouais, mais t'as un nom pas trop marseillais. Écoute, après, mes parents sont rencontrés dans l'amour de la Bretagne. Mais bon, après, j'ai grandi à Marseille. Il vient de boucler son déménagement, le voilà parti vers une vie plus stable, ou pas. L'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Et d'ailleurs, chers amis, si vous vous abonnez à la nouvelle chaîne de la First Team, on vous invite à une grande soirée. Crémaillère ? Oui, une crémaillère. On les invite tous. Oh là là. Objectif quoi? 50 000 abonnés, non? C'est ça? Ah oui, d'ici la c'est fin bien. du mois? Grand Ok, grand super. appartement, apparemment. Et comme ça, au moins, le propriétaire est Bah, prévenu. ça paye la First Team. C'est gratos parce que t'es chez Oh My Goal. Et enfin, il sème l'ordre justement chez Oh My Goal et le désordre chez la First Team. C'est Maxime Orbet. Ça va? Tout va bien, ouais. J'ai vu un commentaire de DAF459 qui disait que ce soir le PSG perd et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah oui, en effet, ce soir il y a PSG Lille. On est en direct avec vous pendant 1 heure comme chaque vendredi midi, puis en replay sur la chaîne Multisport de la First Team. Vous le voyez, ce maillot de Boca Junior à côté. On va en parler dans l'instant Oh My Goal. Il est à gagner sur les réseaux sociaux de la First Team. On vous poste un message, vous aurez juste à retweeter, à commenter, à donner votre favori, tiens, entre Boca et River, parce que c'est la finale de la Copa Libertadores ce week-end, match aller. On ne vous oublie pas donc vos commentaires, vos questions, pareil en live comme d'habitude. Vous connaissez la chanson et vous savez aussi que le foot c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Merci de suivre. Oui, pardon. Le tour de table, comme d'habitude, les actus chaudes qui viennent de tomber, ça s'appelle En une touche et je vous laisse la parole, à commencer par toi, Manu. Alors, quelle actu a retenu ton attention? Moi j'ai bien apprécié le petit épisode là, ce petit clash entre Memphis Depay et Genesio. Donc c'était après la victoire de Angers, c'est notre ami Memphis qui a un petit peu allumé la mèche, qui se sentait pas trop respecté, qui a dit qu'il méritait mieux, qu'il avait besoin de plus de temps de jeu, et Genesio lui a répondu devant tout le groupe en le convoquant en début d'entraînement dans la semaine. Et il a dit cette phrase, alors je sais pas si on a l'habillage qui est prévu, il dit « Memphis, je m'excuse pour tous tes retards, notamment à la reprise cet été, je m'excuse pour les équipements que tu portes qui ne sont pas ceux du club, je m'excuse pour ton échauffement à Angers, ton retard, ton manque d'implication. Memphis, pour avoir une belle carrière, il faut de l'humilité. C'est pas la première fois que Genesio recadre Depay. En plus de ça, on sait qu'à chaque fois qu'il a recadré, Depay a toujours su réagir. Et moi, j'explique la bonne fin de saison dernière de Depay par justement le fait que Genesio l'ait parfois mis en tribune ou parfois sur le banc. L'Olympique Lyonnais a besoin d'un grand Memphis Depay et quelque part, je trouvais ça intéressant que Genesio le reprenne. Alors jusqu'où ça ira, psychologiquement, c'était pas mal joué. Hein. Je sais pas, c'est la grande question que je me pose parce que c'est vrai qu'il irrite un petit peu le club et surtout les garçons dans le groupe de par ses déclarations et notamment ce qu'il a pu dire après Offenheim. Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais il faut en tout cas un grand Depay pour un grand OL. Mais c'est pas un peu dommage que. C'est une rockstar, honnêtement. Ouais, mais c'est pas un peu dommage que. Moi, honnêtement, j'étais pas fan du tout quand il est arrivé.
je l'ai trouvé bon cette année. Vraiment, dans le jeu, je le trouve intéressant quand il a replacé des fois même en neuf et tout. Je trouve qu'il a un vrai impact dans le jeu quand il est impliqué. Après, il se prend pour un joueur qui n'est pas, qui ne sera sans doute jamais. Et puis voilà, quoi, c'est Prince, quoi. Tu vois, c'est vraiment une star. Et honnêtement, voilà, je trouve qu'il se... Les stats sont folles, les stats sont folles sur un an, là. Mais alors, mais d'accord, mais reste foot. Je pense que moi, il se dessert plus avec ses déclarations à la Cristiano Ronaldo plutôt qu'autre chose. T'es bon sur le terrain, t'as des bonnes stats, justement. Sois un peu plus discret, un peu plus humble, et tu verras que les choses que tu espères viendront vers toi. Avec ce genre de déclaration, il se fait plus du mal à lui qu'autre chose. En une touche, quelle actu a retenu ton attention, Nassima? Moi, c'est ce tweet de Las qui est sorti juste hier soir sur Tanguy Ndombele. Je sais pas si on va le voir. On parle de Lyon, tu vois. Ouais, c'est Ouais, On est pas mal de Lyon, j'ai l'impression. il était pas mal le tweet dans le sens où Jean-Michel Aulas est toujours le premier à tailler, à critiquer le budget du Paris Saint-Germain. Sans cesse. C'est pratiquement tous les 2-3 jours que le Paris Saint-Germain a le droit à un petit tacle de la part de Jean-Michel Aulas. Mais alors, quand il s'agit d'une proposition de faire monter les enchères, bon, après, c'est Il y technique. a quoi dans ce tweet? Parce que du coup, là, on l'a pas vu. Je l'ai pas sous les yeux. dis-nous, Mais alors, attends. La substance. En fait, grosso Attends. modo, c'est un journaliste qui sort. Je l'ai. Ouais. Je l'ai. Alors, Dorasso avait dit Ndombele, je ne pense pas qu'Aulas le laissera partir au PSG. Alors, Aulas répond, mais comment Vikash Dorasso peut-il énoncer ce type d'information? Évidemment que le PSG peut envisager de faire une offre, c'est le joueur qui décide. Wow. Là, franchement, elle est quand même à rester dans les annales. Est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'à Ndombele, on sait que Paris a fait une approche. Enfin, on croit savoir que Paris a fait une approche au printemps dernier, qu'il n'aurait pas été vraiment convaincu, qu'il y a la Juve et beaucoup de grands clubs anglais qui sont sur lui. On sait qu'il partira de l'Olympique Lyonnais un jour parce qu'il représente une grande valeur commerciale. Est-ce que quelque part, c'est pas le Non, joueur mais qui va Manu, faire ce que son je choix, critique, tu vois? c'est pas du tout la forme, enfin le fond. Oui. Justement, c'est la forme que je critique. C'est Aulas, c'est toujours le premier et sans arrêt à taper sur le Paris Saint-Germain sans arrêt. Sauf pour prendre nos C'est avis. fatigant. Franchement, sur Twitter, on a même envie de lui dire lâche le compte, quoi. Lâche le compte, lâche Twitter, et même pour toi, ça va te servir, quoi, parce qu'il est en train de tout casser avec ça. Enfin, franchement, avec Twitter, il est insupportable. On dirait un gamin de 13 ans, et donc franchement. Il s'amuse, Jean-Mimi. On a une touche, Il Max. s'occupe. Ouais, moi je parle de 2 confrontations de Ligue 1 qui vont avoir lieu ce week-end. Donc déjà, il y a le PSG Lille là qui a lieu dans quelques heures, et il y a Montpellier qui reçoit l'OM. Donc au final, ça permet de se rendre compte d'un truc. On en a fait une petite enquête sur MyGoal cette semaine. C'est que jamais le podium de Ligue 1 n'a été aussi fort dans l'histoire de la Ligue 1, donc du foot à 20. On a 80 points cumulés sur les 3 premiers, donc Paris, Lille et Montpellier. La moyenne, c'est 69,7 points. Et le pire total, c'était en 2010-2011, quand Lille a été champion d'ailleurs, avec 60 points. Ce qui est intéressant à travers ça, je trouve, c'est qu'on pointe du doigt le niveau du championnat français sur la scène européenne. On dit qu'il n'y a pas de concurrent pour le PSG. Sauf qu'on se rend compte derrière que c'est pas l'OM et c'est pas l'OL qui sont en baisse de régime. Ils sont dans des standards à peu près équivalents à ce qu'ils font dans les saisons passées. Mais c'est derrière, en fait, on a 2 autres clubs, donc en plus du PSG, qui fait son meilleur début de saison de l'histoire et le meilleur début de saison de l'histoire de toute façon dans le championnat de France. Il y a Lille et Montpellier qui font un excellent début de saison, le meilleur de leur histoire à chacun de ces clubs. Et ça, il faudrait le mettre en avant aussi plutôt que critiquer tout le temps les grands clubs soi-disant qui ne suivent pas. Je suis pas d'accord avec ça. Les chiffres ne mentent pas, la manière non plus ne ment pas. Et je trouve que c'est certes, ok, ces chiffres-là, ils sont éloquents, on peut pas aller contre. Par contre, moi, je regarde des matchs quand même et tous les week-ends. Et non, on va pas me vendre ce championnat comme quelque chose de grand. Il y a. Est-ce que tu regardes Sunderland contre Newcastle en Angleterre aussi? C'est pété, moi je peux te le dire, je regarde. Ah non, attends, mais là, je suis même pas dans la comparaison avec d'autres championnats. Je te dis juste que voir Marseille et Lyon aujourd'hui là, à la place où ils sont, voir Monaco en bas, c'est pas bon signe pour notre championnat. Voilà. Est-ce que ça veut pas dire que les 3 c'est équipes de tête prennent plus de points parce que les 3 dernières en prennent de moins en moins? Bah justement, c'est pas vrai ça Manu, parce que... Oh. Non, mais c'est une Non, question, non, c'est pas une non, question. Il est bon. Non, mais c'est réponse. exactement un contre-argument qui était valable. Et aujourd'hui, 14 points cumulés pour les 2 derniers, Monaco et Guingamp. C'est plus que certaines années où tu vois des derniers qui font 10, 12 journées en prenant peut-être 2-3 points, tu vois. Donc ils sont dans une moyenne. Les derniers sont dans une moyenne. 4, 5e sont dans la moyenne, mais par contre, devant, on n'a jamais été aussi fort. Il y a Genjiro dans les commentaires qui te dit Max, on se rend compte qu'aucun club français n'est sûr d'être en 8e de Coupe d'Europe, mais on préfère analyser le nombre de points en championnat. Est-ce que tu trouves que ça a une valeur aussi, cette remarque ou pas?
il a raison d'un côté, mais après, il ne faut pas taper sur la Ligue 1 en se disant c'est la Ligue 1 qui est trop faible pour rendre les équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe pas assez fortes sur la scène européenne. Il y a deux choses qui sont différentes en fait. Il y a du level en Ligue 1 et ça ne doit pas être une excuse pour les échecs des clubs français sur la scène européenne. La vraie critique, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le débat, c'est est-ce qu'une Ligue 1 forte, ce n'est pas une Ligue 1 avec Paris, Lyon et Marseille qui sont très très forts. Est-ce que tu montres, et Monaco forcément, mais qui a un cas un petit peu particulier. Et est-ce que là, ce que tu montres pas, c'est que justement le trio de tête aujourd'hui, c'est pas des équipes qu'on est habitué à voir. Ça brille moins. Voilà, ça brille un peu même moins. la Lille bien, mais même au Bordeaux, ça fait des années qu'on espère un truc. Rennes, je t'en parle même pas. C'est chaque année, ça fait 15 ans que c'est la même chose. Ils ont une bonne équipe, ils font quelques bons matchs et derrière ils retombent dans des travers. Enfin, il y a ça aussi, ces équipes-là, un peu de 5, 6e, 7e chaque fois qui se mettent en 4 pour essayer d'accrocher une place en Europa League pour se faire ouvrir l'année d'après. Mais même c'est eux qui doivent aussi amener à ce championnat-là un autre spectacle. Un autre panache en effet. Et toi, Erwan, alors en une touche? Moi, en une touche, c'est le retour de la première ligue sur Canal+. Moi, j'adorais avoir Canal parce que c'est quand même plus facile d'avoir Canal+ que RMC. Et donc, j'aime bien regarder la première ligue autre part que sur mon ordinateur. Donc là, ça sera la télé. Le samedi à 13h, on ne sait pas quoi faire. La première ligue. Et puis Stéphane Guy, avant qu'il soit le premier fan du PSG qui commente avec des écharpes du PSG, je l'aimais bien aussi sur la première ligue. Avec De Zerbi, c'était un très bon duo. Ouais. Bien vu, Erwan, bien vu. J'aimais bien l'émission de Canal aussi avec. Et ce qui a été annoncé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, ça a été acheté pour plus de 120 millions d'euros, je crois, la première ligue, et ça avait été le doublement du tarif précédent. Donc nous, on avait trouvé quand même qu'il y avait un problème économique, qu'on ne pouvait pas doubler sur la première ligue, qui ne fait pas non plus des audiences, ils font jamais 1 million de téléspectateurs sur un match de première ligue. Et là, apparemment, Canal n'a même pas mis l'argent qui avait été mis il y a 3 ans. Donc c'est assez intéressant économiquement de voir qu'on revient un peu en arrière dans le délire inflationniste des droits télé. C'est une bonne chose de revoir la première ligue sur Canal+, mais franchement, je pense que je parle pour tous les spectateurs, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'avoir Canal+, RMC Sport, beIN Sport. Après Canal+, la première ligue revient sur Canal+. Franchement, à un moment donné, là, faut s'y habituer à ah ouais, c'est tellement relou pour les amoureux de foot, en fait. C'est La vérité, c'est que je suis pas sûr que la première ligue vende des abonnements. Canal a perdu 200 000 abonnés en un an. Je suis pas sûr que tu arriveras à combler ne serait-ce que le tiers avec le retour de la première problème ligue. déjà pour SFR, c'est pour ça certainement qu'ils n'ont pas surenchéri parce qu'ils n'ont pas dû faire le plein avec 3 ans de première ligue. C'est joli, c'est une belle vitrine, c'est une belle image, mais après. Moi, je me passe vraiment que dans le truc spectateur Canal. Moi, je suis un abonné de longue date. Spectateur. Très bien sur la télé le samedi, là, le dimanche, tout le week-end. Quand il fait des temps de merde, parfait. Dans quelques instants, il y aura coupable, non coupable. Nassima Driouache vous parlera du Real Madrid. Julien Lopetegui, vous pouvez déjà donner vos avis dans les commentaires. Elle vous a demandé, comme d'habitude, de répondre en vidéo et vous avez été sélectionné pour juger tout ça. Mais tout de suite, c'est un instant Oh My Goal très particulier. On part en Amérique du Sud. Instant Oh My Goal très particulier parce qu'événement très particulier, la finale aller de la Copa Libertadores commence ce week-end, ce samedi dans la nuit, avec un choc exceptionnel, River Plate, Boca Junior. Et c'est pour ça que si vous retweetez le tweet de la First Team, vous pouvez gagner cette semaine le maillot de Boca Junior. C'est avec grand plaisir qu'on vous fait gagner ça. Voilà la demi-finale, vous avez le tableau sous les yeux, la qualification de Boca, la qualification de River. Il y aura Gallardo dans un coin, il y aura du Tevez. Max, comment ça se fait qu'on parle de ça? On sait que le thème de l'instant My Goal, c'est toujours la vidéo, la photo la plus cliquée, la plus commentée, ce qui a fait réagir sur Oh My Goal. Ouais, t'as raison, parce que là, en fait, on a changé un peu la formule. On a mis le résumé du match fou sur la qualification de River. Et derrière, on a reçu pas mal de messages de fans qui nous disaient il faut nous parler plus souvent du foot sud-américain. Et notamment là, parce que c'est un événement totalement inédit, une finale de Copa Libertadores entre les deux plus grands ennemis du football mondial, parce qu'on parle des rivalités en Angleterre, en Espagne, en France. Il faut se dire que là, le River Boca n'a strictement rien à voir et c'est un cran au-dessus. Certains Sud-Américains parlent du match le plus important de l'histoire du continent américain. Ah ouais. Donc c'est un truc de fou. Et quelque part, je trouve que c'est sympa aussi de notre côté, parce qu'on va pas se mentir, avec le décalage horaire, avec la distance, on s'y intéresse moyennement. Mais se replonger dedans, c'est le vrai football, la vraie passion. Et derrière, il y a plein de choses à en dire. Si je peux me permettre, Maradona, c'est ce qu'il disait. Enfin, il a déclaré à propos de ce match: j'ai joué un Barcelone-Real Madrid qui est un match très important car il implique deux villes énormes. Mais Boca River, c'est autre chose. C'est comme coucher avec Julia Roberts. Et ça résume bien ce que exactement. Il a des infos, Maradona, apparemment. Est-ce que c'est la dernière fois donc que c'est en manche aller-retour?
Est-ce que pour vous aussi ça va être particulier, la fin d'une époque, cette Copa Libertadores avec cette finale? On passe un bonjour à Carlos de Volver, le restaurant argentin de Paris qui suit Boca Juniors, qui vont faire une grosse soirée foot pour ceux qui kiffent. Allez voir, vous pouvez aller le voir et aller kiffer ensemble là-bas. Est-ce que pour vous, on sait que voilà, il y a des joueurs de légende qui sont passés dans les deux clubs. Il y a Gallardo là qui est sur le banc, donc est-ce que pour vous ça a quelque chose de particulier? Moi j'ai toujours aimé, moi je suis un passionné de foot, mais j'aime ce qui est à côté du foot, et j'adore les histoires de foot quand elles sont mêlées aussi au social. Et c'est tout l'intérêt aussi et l'animosité d'un derby entre River et Boca, c'est que ces deux clubs qui sont nés à peu près dans le même quartier, il y avait d'un côté les Argentins qui sont partis après dans un quartier beaucoup plus huppé, et qui sont les garçons de River, les Millonarios, et d'un côté il y a les garçons de Boca qui étaient des immigrés génois, italiens pour pas les citer, et qu'il y a eu toujours cet antagonisme entre d'un côté on va dire les aisés et les prolos quoi. Et ça moi j'ai toujours aimé, et je trouve que cette finale de Copa Libertadores c'est la première dans l'histoire entre ces deux clubs, mais là où ça prend encore plus du sens, c'est que ces deux clubs quelque part ils ont dominé le football argentin jusqu'à il y a certaines années, et on sait que River par exemple n'a plus gagné un titre depuis 10 ans, est redescendu en deuxième division, et donc c'est un petit peu le retour au premier plan aussi de ce Super Classico en même temps. Exactement, River c'est... Les fans de River étaient au fond du trou. Ils connaissaient une période, peut-être la pire période, je crois, dans leur histoire. Et là, ils retrouvent le devant du succès. Si tu prends historiquement, Boca a gagné plus de matchs. Même en Copa Libertadores, les duels, c'est toujours Boca qui les gagne. Là, sur les derniers matchs qu'il y a eu sur l'année civile, je crois depuis 1 an et demi, c'est toujours River qui gagne. Ils sont qualifiés au terme d'un match totalement fou. C'est-à-dire qu'ils étaient éliminés à la 80e, ils ont égalisé, et ils ont mis un deuxième but au terme d'un scandale de la VAR. 13 minutes de temps additionnel, il marque 90 plus 5, l'arbitre qui doit sortir... Prolongation, quoi. Ouais, c'était un peu ça. L'arbitre qui sort sur escorte policière. Voilà, derrière, il y a toute une âme d'un peuple qui se dégage, et on se dit, cette finale, la dernière à double manche, c'est un peu un signe du destin que ce soit entre ces deux clubs-là. Et forcément, la confrontation, que ce soit la Bombonera ou au Monumental, ça va être monumental. Justement, quand on parle de ces deux stades, pour un fan de foot, aller voir un match dans un de ces deux stades, c'est une consécration, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce sont deux clubs qui sont des institutions. On en parle souvent du mot institution en France. Il y a un petit problème là-dessus parfois. Surtout dans la capitale. On va parler de l'OM dans le grand débat. Erwan, ne commence pas tout de suite. Mais justement, River, Boca... Nassima, c'est des stades, ça, c'est d'une sensibilité qui... Bien sûr, parce que c'est des stades qui vivent. C'est des stades, on parle souvent en Ligue 1 de ces stades un peu morts, de ces ambiances un peu mortes qu'on voit les week-ends, quand on se tape des samedis à regarder le multiplex. Et donc, ouais, forcément, les matchs comme ça, c'est des matchs avec des ambiances, avec des équipes, avec des histoires. Donc, forcément, ouais, c'est des matchs qu'on... Et nous, quand on s'imagine ces duels sud-américains, on voit les fumigènes, on voit les tifos à 2000%. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que cette année, il y a eu une répression plus que jamais de la part de la Conmebol, donc l'organisme, l'équivalent de l'UEFA là-bas, qui a interdit les fumigènes. Si tu sortais 1 ou 2 fumigènes, c'était tribune fermée. Du coup, les supporters des deux équipes ont eu super peur. Mais là, c'est le match, c'est la finale. Ils savent que commercialement parlant, ils risquent plus rien parce que ils vont mettre en avant. Donc, ils vont tout ils arracher. deviennent comme des fous. Le président argentin, qui est l'ancien président de Boca, je crois, a même lâché un tweet en disant il faut se calmer, il faut montrer que on sait faire preuve de maturité. Mais derrière, les supporters, ils deviennent malades mentaux. C'est des fous furieux là-bas. Ils ont la passion à 2000%, et je crois qu'il faut s'attendre à un spectacle sur le terrain, mais dans les tribunes, ça va être grandiose. Plus que un grand spectacle football, parce qu'on sait que par moments c'est un peu des matchs un peu à l'emporte-pièce, mais on parle de l'histoire des institutions, là c'est une histoire incroyable, certainement l'une des plus belles rivalités au monde, et puis ces deux énormes institutions. Après sur le football, je suis pas sûr qu'on assiste non plus à l'équivalent d'un quart de finale de Ligue des Champions, mais en tout cas c'est folklore et il y a moins de se parce qu'il y a marrer. des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, qui seront sur le terrain, il y a Carlos Tevez, vous les placez où On les a joués les Argentins à la Coupe du Monde, hein, les gars. Vous les placez où, Manu, tu les places où ces deux clubs? C'est difficile, honnêtement, c'est difficile. C'est un football un petit peu plus rude que ce qui est connu, en tout cas en Europe. Alors, honnêtement, je suis pas le mieux placé pour en parler. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même important pour l'Argentine qui sort 2 clubs brésiliens en demi-finale de cette Copa Libertadores, et on sait que c'est un symbole très très important de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis
c'est ce que tu disais, c'est des cultures foot. Quand on habite en France, on est dépassé par ça. Moi, je me rappelle d'une interview de Batistuta qui disait que lorsqu'il était passé de River à Boca, je crois en 1990, le mec a reçu des menaces de mort, si tu veux. Et c'est quelque chose, et ça l'avait presque dégoûté du football. Tu Hugo vois. aussi, hein, quand il fait Barça-Real. Hein. Bien sûr, mais là, je trouve que ça prend Sur Réseau aussi, il a reçu des menaces de mort. une dramaturgie qui est beaucoup plus grande. La première fois où il y a un problème entre ces deux clubs, je crois que c'est dans les années 30, et le match il est interrompu au bout de 26 minutes parce que ça se bagarre dans les tribunes, ça se bagarre sur la pelouse. C'est des choses. Il y a eu la catastrophe de 68 où la porte 12 était fermée et ça fait 70 morts et 140 blessés. Mais derrière, cette haine est restée viscérale. C'est quelque chose qui est historique. C'est un déterminisme social. C'est ça qui est intéressant. C'est un déterminisme social. Pourquoi ? Parce que au final, les fans de River et de Boca, le temps d'un match, ils se détestent. Même pendant la saison, je dirais, ils se détestent. Mais ce sont les mêmes personnes. Historiquement, certes, il y avait des différences, des antagonismes entre l'ascendance sociale, on va dire, entre les deux clubs. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. C'est les potes qui fréquentent les mêmes écoles. J'ai eu au téléphone un journaliste argentin qui travaille pour nous et qui nous raconte qu'il a des potes qui supportent Boca. C'est les mêmes personnes que lui. Mais derrière, parce que ça a quasiment duré un mois cette histoire. Là, il y a la qualification et je crois que le match 24 retour. novembre. 24 novembre, tu vois. Donc, Qui devrait être décalé Ouais, parce qu'il y a le c'est G20 ça. à Buenos Aires, je crois. mais je Ça crois doit qu'ils ont être soit le confirmé les 5, dates. soit le 21. Ils ouvrent un supermarché. Et il y a une histoire qui est marrante là-dedans, c'est que le CONMEBOL n'a toujours pas garanti que ça allait être River en finale. Pourquoi ? Parce qu'il y a Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River, qu'on connaît, très sanguin, un peu fou, qui avait été mis en tribune, qui avait été expulsé, et qui a quand même été voir ses joueurs pendant le match. Du coup, Grêmio a porté une réserve. Sauf que Gallardo, la CONMEBOL veut se faire respecter dans cette logique de répression. Il s'en est un peu... On va pas être mal poli, mais il s'en est foutu. Et du coup, la réserve est posée, et il se pourrait que la CONMEBOL refuse que River aille en finale. Alors on se dit c'est totalement C'est impossible. délire. Mais c'est un truc de Ça fou. paraît Il paraît impossible. que la règle, il paraît qu'il y a un vide juridique autour Oui, de ça. La règle est pas très Il précise. allait voir ses joueurs à la mi-temps et en plus ça a renversé la situation et les joueurs ont dit derrière merci d'être venu dans le vestiaire, ça a tout changé. Ouais, exactement. Mais tu sais que le journaliste que j'ai eu au téléphone a fait sa demande d'accréditation pour le match au Monumental. Ils lui ont dit attends, on n'est même pas sûr que River. Ah. Attends, tant c'est un que truc de ça n'a pas été validé, Donc là le match aller de histoire, samedi, elle est- dans la nuit de samedi à dimanche, on est là, on est ok. a priori. Et ensuite il y aura le match retour, on n'est pas sûr. Mais de toute façon, d'un point de vue marketing, on n'imagine même pas. Oui, tu vois, t'as un Real Barça, impossible, l'UEFA bien sûr. jamais dirait non, on fait pas. Tu En vois. tout cas, ça Donc, va être monumental Ouais. si je peux me permettre parce que juste les tribunes, déjà, ce sera un spectacle Il incroyable. y aura surtout un énorme déterminisme social. Parce que là, vous l'avez passé tous Alors, les deux, ouais. pas genre. Mais non, mais c'est super important. Déterminisme social, putain, Mais non, mais parle-moi c'est pas, non, mais c'est la vérité. sors-moi le Ricard. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le foot. Tu me régales, C'est ce qu'il y a de plus beau dans tu me le foot. régales. Vous donnez vos pronos là dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt Team Boca, Team River. En tout cas, avec la First Team, on vous fait gagner le maillot de Boca. C'est pas du tout un parti pris, c'est juste que voilà, on l'avait sous le C'est coude. le pour seul vous faire- qu'ils nous ont envoyé. On l'avait sur le coude. Non, j'ai On vote j'ai- Mélenchon, non, je l'ai en acheté. fait. celui-là. C'est quoi avec Mélenchon aujourd'hui? C'est les prolos, ça, ils ont. Ah, c'est les prolos. Bah voilà, on soutient les À la prolos. base, à la base, à la base, à la On est base. comme ça, on est À la comme base. ça. Tout de suite, dans un instant, on va voir qui Nassima soutient justement, puisqu'il y a coupable, non coupable. Il y a des vénards dans le chat, hein. On va parler du Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe Non, dans le Que les chat, gens il y a des comprennent. vénards qui nous parlent de leur petite amie et bravo à Ah, vous, ok. messieurs. Bravo à Zerfi. Voilà, on partage Bravo on partage Azerty tout Boys, ensemble. bravo, on est fans. On est en direct comme chaque vendredi midi à 13h à peu près environ et puis en replay sur la chaîne Multisport de la First Team. Merci à vous hein, encore une fois d'avoir fait grimper dernièrement le nombre d'abonnés parce que c'est tout récent, c'est tout nouveau. Tout de suite, coupable, non coupable, Nassima au rapport. Guilty. Not guilty. 3 petits mois et puis il s'en va, Julen Lopetegui comme prévu, n'a fait que passer du côté du Real Madrid. Mais est-il vraiment coupable ou non coupable, Nassima? Alors c'est parti, le procès du jour donc, concerne bien Lopetegui. Pour resituer les faits, le limogeage a eu lieu ce lundi 29 octobre, au lendemain d'une sombre journée pour les supporters madrilènes due à l'humiliation sur sa pelouse. 5-1 face à Barcelone. Un classico qui aura donc coûté la peau de Lopetegui, mais pas seulement, puisqu'il s'agit là d'un très mauvais début de saison en termes de résultats et de jeux produits par le Real Madrid. Bilan de Lopetegui au Real, 139 jours passés, 14 matchs pour 6 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Résultat, il est le deuxième entraîneur viré le plus vite de l'histoire. Le dernier en date remonte à 2004 et c'était José Antonio Camacho. Bel accent. Camacho, Et on se souvient encore, hein. L'hiver, ils se transforment en Camafron. Oh non, Oui, non, oui. non. Bon Ouais, bref, ça avance, qui ça avait avance, fait- ça avance. Changement. Alors donc Camacho qui avait fait pire avec 6 petites rencontres avant d'être remercié. J'appelle mon premier avocat, l'avocat de la défense, Maître Anthony, la parole est à vous.
Donc je pense tout simplement que ce n'est pas de la faute de Lopetegui. Pour ma part, je pense que c'est juste un nouveau cycle qui va commencer. Zidane et Cristiano donc sont tous les deux partis du Real de Madrid. Je pense que tout simplement c'est un nouveau cycle qui doit commencer avec une nouvelle équipe. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour eux et ils vont devoir s'adapter à un nouveau style de jeu. Alors merci Anthony, il est en effet très important de rappeler que Lopetegui arrive après Zinedine Zidane, triple champion d'Europe avec le Real Madrid. Tout aussi important de rappeler que lorsque Lopetegui signe pour 3 ans, il n'est absolument pas question d'un départ de Cristiano Ronaldo à la Juve. Perdre un joueur qui tourne à plus de 30 buts par saison n'est pas négligeable et doit être pris en compte. La parole est à l'avocat des parties civiles, Maître Nabil, on vous écoute. Bien, Lopetegui, pour moi, est responsable de la situation actuelle à Madrid pour au moins 3 raisons. La première, gestion assez chaotique et catastrophique du mercato estival. Recruter Mariano pour 35 millions quand on sait qu'il était remplaçant à Lyon, il y avait mieux sur le marché. Ensuite, la gestion actuelle de son effectif pose problème. Et enfin, la manita reçue à Barcelone. Je tiens Lopetegui pour responsable. Je remercie particulièrement Nabil, puisque lui est vraiment avocat dans la vie de tous les jours et plaide au barreau de Paris. Donc bravo à lui. Pour me donner son numéro, j'ai quelques petits soucis personnels à régler. Pas de souci. Lopetegui est donc un coach réputé pour son côté formateur, son jeu de possession qu'on lui connaissait avec la Roja. Mais avec le Real Madrid, il n'a pas su trouver les clés et les solutions nécessaires pour que cette période de transition se fasse le plus tranquillement possible. Le coach a un rôle principal au sein d'un club et qu'on le veuille ou non, lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, il est le premier à subir les conséquences, bien qu'il ne soit pas le seul problème de ce début de saison. Alors messieurs, le tribunal aimerait bien entendre vos avis avant d'émettre son jugement. Dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui nous disent que Lopetegui est quand même pas le seul responsable, qu'il y a beaucoup de fautes sur Florentino Pérez qui gère le mercato, qui est la tête de tout ça. Est-ce que ça penche en sa faveur ou pas alors... Passer derrière Zidane qui gagne 3 Ligues des Champions d'affilée et passer derrière l'ère Ronaldo, c'est forcément, parce que même si c'est le Real Madrid, c'est une galère. Forcément, ça sent le poste piège. C'est très rare. Demander à Manchester United quand on perd un mec qui gagne des titres, c'est très dur de passer derrière. Est-ce qu'on peut parler de mission suicide dans ce cas ? Ouais. De toute façon, il ne pouvait pas faire mieux. Quoi qu'il arrive, tu sais que tu viens faire quelque chose. Vous pouvez faire mieux. Un petit peu mieux. En termes de résultats, juste pour éviter d'être viré tout de suite. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est terrible de dire, bon, de toute façon, je vais récupérer cette équipe, mais allez, il y avait très peu de chances pour qu'il gagne 3 Ligues des Champions d'affilée encore. Et même sur le championnat, on sait qu'avec Zidane, ça a des fois été compliqué. Donc voilà. Donc non seulement on savait qu'il n'avait pas fait mieux, mais non seulement il n'a pas fait mieux, mais il a fait vraiment catastrophique. En même temps, j'ai très peu d'empathie pour lui parce que il a voulu jouer la maline avec la sélection espagnole en prenant Madrid. Voilà. Donc j'ai assez peu d'empathie pour Lopetegui. Qu'il y ait des circonstances atténuantes, on sera tous d'accord autour de ce plateau qu'il y en a. Mais est-ce qu'il est coupable ou non coupable ? Pour moi, il est clairement coupable. Moi, déjà, tactiquement, j'ai pas compris. J'adorais le jeu de la Roja quand il l'a reprise et que justement, on était passé d'un football de possession pure à un jeu un petit peu plus direct. Et je me rappelle d'une démonstration face à l'Italie où j'avais été le premier surpris et le premier friand et le premier conquis. Oui, complètement contre la France aussi également. Et là, il est revenu à un stéréotype qui, en plus, ne s'adapte pas du tout au style du Real de ces dernières semaines. Et en plus de ça, moi je sais pas, mais il est recruté en pleine Coupe du Monde. Quelque part, le Real à ce moment-là est dans la merde, très clairement, pour prendre un entraîneur parce qu'ils n'avaient peut-être pas préparé le coup de Zidane. Est-ce que lui, dans les négociations, ne peut pas dire ok, je reprends cette équipe, mais si tu me donnes derrière aussi un chéquier pour investir et repartir de zéro et non pas avec un groupe qui est arrivé en fin de cycle. Peut-être que son groupe est en fin de cycle, tu vois, Manu, mais alors certes, il y a plusieurs coupables, mais Lopetegui en fait clairement partie et là-dessus, tu as raison. Mais avec un groupe comme ça, est-ce que tu dois perdre autant de matchs ? Tu vois, tu perds pas contre Alaves. Non. Mais déjà, voilà. Tu perds pas contre Alaves, t'es pas 9ème de Liga avec un groupe comme ça. C'est pas parce que, ok, tu perds Cristiano Ronaldo qui est ton homme fort. Alors certes, si tu changes de cycle, tu peux ne pas gagner la Ligue des Champions, tu peux ne pas être champion d'Espagne, admettons. Mais tu peux pas être 9ème et être catastrophique comme ça sur tous les plateaux. Et surtout, il s'en mange direct sa direction, puisqu'ils lui ont acheté un Brésilien à 45 millions d'euros, Vinicius. Et dans ces cas-là, quand tu es un peu diplomate, tu le mets quand même sur le banc. Lui, il l'envoie carrément en réserve pendant 2 mois. Tu te dis, bon, il y a quand même des gros problèmes chez cet homme-là au niveau de la gestion psychologique d'un effectif qui est désormais perdu. Il y a eu beaucoup de blessés, ok. Mais en effet, il y a quand même un vrai problème, Lopetegui. Et tu l'as bien dit, je pense qu'on peut filer tout droit, non pas vers Manu Tudescent qui parlera de la Coupe du Monde à 42 équipes de l'instant. Verdict. Oui.
T'as un verdict On Il y a a quand même un verdict. Bah non, je l'ai pas fait. Je le fais. Oh, Je le fais. La Fais ton justice de vitesse, on n'est pas Evan. Fais ton verdict, de toute façon, il est fait déjà. De toute Dépêche-toi. façon, effectivement, il est très simple. Le verdict est donc tombé. Lopetegui est jugé coupable avec circonstances atténuantes. L'audience est levée. Merci, messieurs. Merci. En tôle En tôle Rends l'argent. On vous l'avait dit en premier dans la first team. En tout cas, tout de suite, avant Manu, tu descends, c'est le moment de la grande récréation, la grande pause débat de la first team. Et on va parler, pour le plus grand plaisir d'Arwan Abotrette, de l'Olympique de Marseille. de France est championne du monde en battant le Brésil. La Ligue 1 qui a besoin d'un grand Olympique de Marseille, dominateur, puissant, qui fasse peur, et au lieu de ça, son attaque est par exemple la risée des experts européens. Et oui, c'est le cas, 5e de Ligue 1, l'Olympique de Marseille vivote plutôt dans les hauts de tableau, tout va bien, mais il y a des vrais soucis, il y a une incapacité à battre les gros, il y a certainement un mercato raté, on va y venir, et puis il y a un homme qui vient de prolonger, qui s'appelle Rudy Garcia, qui est le centre de toutes les attentions, et au club et à l'extérieur justement. On va commencer par parler de lui. Est-ce que, on parlait de Lopetegui en tant que coupable, est-ce que Garcia est coupable là de ce début de saison que l'on juge nous, allez on va dire raté? Alors moi je vais prendre la main là-dessus, si vous voulez pas les gars, je vais dire Calme-toi. Je vais dire clairement il est responsable parce qu'au bout d'un moment quand tu veux tout contrôler, pourquoi pas, mais au bout d'un moment quand ça marche pas, eh ben, c'est sur toi que ça tombe. Et à quoi on juge une équipe? On juge une équipe à sa progression. Alors l'année dernière, on se souvient que le début de saison avait été catastrophique et que la saison de l'OM avait été en tout cas sauvé avec cette espèce de super parcours en Europa League, mais qui au final n'apporte rien sportivement au club. Donc, pas de Ligue des Champions, et c'était ça quand même la priorité de ce club-là. Alors certes, on a rêvé pendant l'épopée européenne, mais le bilan, il fait quand même mal au cul. Et derrière, quand tu mets le nez aussi dans le mercato, on va y revenir, il veut tout contrôler, notre ami Rudy Garcia, et certainement un peu trop. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas lui tomber dessus en plus. Moi, je trouve que cette équipe de l'OM ne progresse pas, qu'on ne va pas sur des axes principaux qui sont sur les extrémités du terrain, je l'enlève le gardien, défense et attaque. Et tout ça aujourd'hui, il va nous expliquer, monsieur, que non, c'est pas sa faute et que l'équipe finalement vit bien. Et que finalement, il n'y a pas de problème en attaque parce que Germain et Mitroglou, on a des attaquants au club et c'est vrai que je les attends encore titulaires face au PSG. Mais a priori, Erwan, il y a un truc que Garcia ne maîtrise pas à l'OM, c'est sa prolongation. Tu vois, sa prolongation, c'est au-dessus de lui qu'on vient lui donner. Donc comment t'expliques que toi, dans une période qui a été certainement la pire de l'ère Garcia depuis qu'il est à l'OM, on arrive avec un contrat et on lui prolonge et on augmente son salaire? Mais je ne sais pas, je pense que c'est un mec qui travaille bien dans le business. Je pense qu'aujourd'hui, Rudy Garcia est un businessman. Ça se murmure de plus en plus, ça se sait de plus en plus. On sait qu'il a un regard sur tous les transferts, que si un joueur très intéressant sportivement peut venir à l'OM, mais qu'en fait, si lui ne prend pas sa petite com, ben en fait, on va préférer signer des croix dégueulasses dont on s'en bat les couilles pour les faire venir à l'OM alors qu'on a un profil comme ça, avec Diatta, avec des Thauvin ou d'autres. Donc, on sait que là-dessus, il est comme ça. Aujourd'hui, Garcia gère sa carrière comme un homme, comme un businessman et pas comme un coach qui veut sportivement faire évoluer l'OM. Voilà aujourd'hui comment je vois Garcia. Parlons de Garcia en fil rouge de toute façon de ce débat sur l'OM a-t-il de l'ambition, l'OM est-il ce grand du championnat, pourquoi l'OM n'est pas ce grand du championnat que l'on attend toutes les saisons. Et ce mercato justement, tu as parlé de Chaleta Char, le défenseur croate, on va parler de Radonjic, le Serbe qui est arrivé en fin de mercato. On attend au moins une plus-value par mercato estival, hivernal. Et à l'arrivée, il y a eu Payet, il y a eu Gustavo qui ont apporté des plus, quoi qu'on en pense. Aujourd'hui, cet été, ça a été complètement raté. Ils ont acheté des remplaçants. Ça fait tous les mercatos de l'ère Zubizarreta sont ratés. On va pas se mentir, tous les mercatos de l'ère Zubizarreta sont complètement ratés. L'attaquant, on se retrouve avec Mitroglou. Alors Mitroglou, il y a les pseudo-experts qui nous expliquent qu'au début il n'était pas en forme, puis tu as les pseudo-experts qui nous expliquent qu'on joue pas assez pour lui. Moi qui ne suis pas un pseudo-expert, hein, je n'ai pas cette prétention-là, je trouve juste que c'est un cadavre, que c'est une chèvre, que Germain, au bout d'un moment, quand il joue avec des mecs très forts ou dans une équipe qui va beaucoup vers l'avant, ça pouvait aller, mais quand on attendait peu de lui... C'était pareil à Monaco, ça. C'était pareil à Monaco, il joue quand même avec Mbappé et Falcao devant, quoi. Moi je les attends, les Mbappé et Falcao à l'OM. Le seul truc que je reproche à l'Olympique de Marseille, c'est de nous faire croire que ce club-là n'est pas attractif pour un grand attaquant ou pour un grand joueur. Ça me met hors de moi dans le sens où l'Olympique de Marseille est quand même un club qui a une histoire. C'est un club qui a une histoire européenne, qu'on le veuille ou non. Ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est forcément attractif pour n'importe qui. Moi aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui, il le redeviendra parce que c'est l'OM pour les raisons que tu viens d'expliquer. Mais aujourd'hui, le club n'est plus attractif parce que je pense que dans la gestion, il y a un flou artistique. Je trouve pas normal que dans le discours de Garcia,
dans les méthodes de Garcia, dans ce que fait Zubizarreta aussi, qui a été re-signé 2 ans, on peut le dire aussi, que ces mecs-là ne s'entendent pas. On le sait, Thibaut, enfin quelques infos, tu sais que ces deux-là ne peuvent pas se piffrer. Qu'est-ce qu'on fait? On re-signe les deux. Donc je pense qu'une fois de plus, tout est pas clair Quand La dans les Brune bureaux. et Margarita Louis-Dreyfus partent, Franck McCourt rachète l'OM avec un premier but. Déjà, il fait une première erreur de communication sur laquelle on peut revenir, le Champions Project. Donc déjà, tu arrives, première erreur de com, bam. Donc Ensuite, ils annoncent l'argent qu'ils ont pour un mercato. Ils Ça, c'est du annoncent délire. l'argent qu'ils ont pour le mercato, il faut venir Payet. Donc franchement, c'est à un moment donné, c'est déception sur déception et je Sur comprends le papier, les je pense supporters que de la l'Olympique de signature de Marseille. Payet, c'est pas la pire chose. Quand on voit ses performances derrière, ça peut être la pire chose. Je Mais suis là où d'accord avec Quand on toi. sait pourquoi je il suis d'accord revient à avec l'OM, toi. surtout. Aussi, ouais. Quand on sait Mais- pourquoi il revient pas à l'OM pour des raisons sportives, Voilà. Payet. il y a Thauvin aussi, tu vois, qui est dans le même cas. Quand Payet revient, dites-moi, souvenez-vous, vous qui avez une mémoire Si, d'éléphant, sa femme. avec quel autre club l'OM est en concurrence pour signer Non, Payet? personne. Ouais. Et Des surtout- gains. Et surtout Il n'y a pas ce pas un mec. tarif-là. Et Et surtout bien, pas ce tarif. il revient pas à l'OM pour des raisons sportives, Payet. Mais là où je rejoins Nassima à 200%, c'est que non seulement il y a l'histoire de l'OM, il y a l'institution OM qui doit être attractif, mais derrière, j'ai fait le calcul depuis l'arrivée de Garcia, ils dépensent plus de 180 millions d'euros. Et la masse salariale, Donc surtout. l'argent, ils l'ont. Il y en a. Mais c'est ça C'est qui est. le Et seul les problème. supporters aussi, hein, Oubliez pas l'ambiance. Bien qui est sûr, il y a incroyable. une ferveur à Mais l'OM. moi, je suis pas d'accord sur l'attractivité de Marseille. Parlez aux joueurs. Demandez, alors, ne serait-ce qu'à des joueurs de Ligue 1 de bon niveau qui ont des propositions un petit peu partout. Marseille, pour un choix familial, avec tout ce qui se dit, tout ce qui a pu se passer, je peux te dire qu'il y a des joueurs de bon niveau, je dirais pas non parce que ça sert à rien de les brûler, qui te disent, moi, Marseille, avec ma femme et mes gosses, j'y vais jamais. Non, mais ça a changé. Après, Mais ça, c'est la Ça a vérité. changé, par Ouais, contre. Mais puis- ça, c'est la Et vérité. ces gens-là qui ont peu On va pas d'audace, faire parce que langue de bois non plus non, mais là-dessus, ces tu vois. joueurs-là qui ont très peu d'audace, se dire j'ai peur pour ma famille ou etc. Quand t'es dans ta carrière de foot, je pense pas que c'est ces gens-là que Marseille doit cibler pour devenir Complètement, champion. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des joueurs qui ont des couilles, qui ont du caractère et qui peuvent réussir dans ce genre d'environnement. L'argent, il y en a, tu l'as dit, le problème, c'est un problème de réseau. Pourquoi ce club recrute comme des amateurs? Parce qu'aujourd'hui, le seul réseau qui est exploité, c'est le réseau de Monsieur Garcia. Et je suis désolé, c'est un réseau qui est très limité. Et Zubizarreta, il est directeur sportif, on a l'impression qu'il est là pour réformer le centre de formation. Et il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de coercition dans leur travail à tous les deux. Moi, je sais pas, quand Zubizarreta est arrivé à l'OM, aujourd'hui, hein, tu places des mots. non, mais c'est vrai, mais Scrap, ça vous compte triple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce que je voulais quand Zubizarreta est arrivé, il y a plein de super joueurs qui mettent plus de 15 buts des attaquants dans le championnat de Liga. Vous prenez le classement des buteurs. Moi, j'aurais adoré que des jeunes joueurs espagnols qui jouent dans des clubs de deuxième moitié de tableau. L'OM, ils ont joué la Lazio en Europa League, là. Ils avaient un attaquant, là. Immobilier dans l'autre. à Non, côté, non, là. non, non, un Renoir. oui. Oui. C'est Voilà, Comment il s'appelle on le Vous voit. vous allez me le dire dans le chat parce que vous avez tout le temps les réponses à tout. Vous êtes- Mais attends, mais il vient à l'OM tous les jours, tonton. Bien sûr. Tous les jours, on fait bloquer la Canebière, il descend sur une 206 cabriolet et on lui jette des frites, mon gars. Mais tu rigoles ou quoi Moi, ce qui Mais me... tous les jours, il vient lui. Mais il est en ce qui transe. ce qui me chagrine le plus, on a eu le même débat il y a 3 ans au début de l'OM. Caicedo. Caicedo. Putain, tous les jours, il vient à l'OM. Mais ça, c'est pas quand même le gratin européen. Mais- Mais c'est des bons joueurs de ballon. Mais tu sais, on a eu ce débat-là, rappelle-toi, au tout début de ce que ça s'appelait à l'époque la First Team Foot, on a eu ce débat-là. Et moi, j'avoue que j'avais été très véhément vis-à-vis de Garcia, qui était là depuis que depuis 6 mois, et on disait exactement les mêmes mots. Et ce qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'il y avait une grande masse de supporters marseillais qui lui donnaient du crédit, qui d'un coup étaient devenus des gens patients, si tu veux, qui Il faut l'être dans les grands clubs au début. et moins exigeants. Moi, je pense qu'une grande institution, c'est quand le public est très exigeant. Et c'est ce que je demande aux Marseillais aujourd'hui. Moi, quand j'entends des Marseillais ou quand je lis des Marseillais sur Twitter dire « Eh bien, écoute, on a joué avec nos valeurs face au Paris Saint-Germain, on n'a pas démérité, on a montré notre meilleur et plus beau visage », et ben moi, je suis triste d'entendre des Marseillais dire ça. Quand tu dis ça, je voulais te répondre sur Zubizarreta. Moi, ce qui m'attriste le plus, c'est quand tu fais venir un directeur sportif avec son nom, Barça, etc., et espagnol, tu t'attends à ce qu'il amène une patte, comme l'a fait Leonardo. Il vient d'Italie, il ramène, il a créé quelque Verratti, chose qui n'existe plus à Paris. Pastor. Voilà, il a fait quelque chose avec ses liens. Tu fais venir Zubizarreta, à quoi il sert? Donc soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas. Mais Je crois qu'il a un La projet formation, de, il a un beaucoup la projet formation. de resto tapas sur le Ouais, port. voilà. Ou là- non, mais sérieux, au bout d'un Mais moment, c'est vraiment fort. quelle est la filiale? Mais t'as tout à fait raison. Alors, c'est une blague un peu facile, oui, c'est pas tapas, c'est pas là. Mais quel est son filon, quelle est sa filiale? Moi, je crois clairement que Garcia, Zubizarreta, ça ne fonctionne pas. Pourquoi pas? Ça peut arriver. Des fois, ça ne marche pas entre deux mecs parce que pour des raisons différentes, on peut l'entendre. Pourquoi tu re-signes les 2 ans? Alors que ça fait 3 ou 4 mercato, qu'il n'y a pas une recrue, on se dit ah putain, enfin ça fait du bien. Et j'ai entendu le mot flou artistique, Max, tu vas pouvoir y répondre. Et c'est par rapport, c'est Nassima qui l'a sorti, et ça m'a tout de suite fait penser à Florian Thauvin, qui déclare dans 11 mondial que si l'OM n'est pas en Ligue des Champions, alors qu'on est en octobre, il quittera le club. Allez, c'est la star en plus de cette équipe. Il y a quand même un flou artistique incroyable. Personne ne lui dit rien. Il peut faire ses déclats au mois d'octobre, alors que le club sort de 2 mois compliqués. Qu'est-ce que vous pensez
pensez de cette déclat hallucinante au niveau, ça montre qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ouais, moi je trouve que c'est ultra osé de la part de Florian Thauvin quand on sait son premier départ de l'OM, comment il est raté, son apprentissage en première ligue catastrophique. Il revient, c'est certainement la meilleure recrue de l'OM depuis 2-3 ans. Mais derrière, dire ça, alors qu'en plus, si je dis pas de conneries, Erwan, il a été vachement critiqué par les supporters marseillais pour son attitude, notamment face à Lille. Et là, il revient et il balance un truc comme ça. Mec, faut se calmer. Hein. C'est pas un champion. Il n'y a pas que lui. Il y a pas. Thomas, j'adore. J'ai son maillot là en dessous. Non, mais tu sais, il n'y a pas que lui. Rami, au micro de Canal+, juste après le Classico, je pense que le gros problème, c'est pas pour critiquer mes coéquipiers, mais on a des attaquants qui sont pas assez bons. Derrière, Rudy Garcia, en conférence de presse, j'ai mis les joueurs les plus techniques sur le terrain. Voilà pourquoi je n'avais aucun de mes deux attaquants sur la pelouse actuellement. La communication de cet Olympique de Marseille, c'est un mot féminin. Elle est à l'image de leur jeu aussi. À l'image du jeu qu'ils produisent. Oui, il n'y a pas de fond de jeu non plus. Ça, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de Chaperon cette semaine sur Garcia, et je trouve qu'elle résume parfaitement le problème à l'OM. C'est que Garcia, il est arrivé, il a eu le titre de champion avec Lille, énorme truc. À la Roma, il a fait quelque chose de grand, sauf qu'à la Roma, avec l'habitude, il s'est transformé en loser. Derrière, il devient fou. Ouais, c'est transformé en loser. Il devient fou, c'est Jules César. C'est Jules César. Et aujourd'hui, le discours de l'OM, c'est toujours de la victimisation. Tu veux être champion, mais tu te places toujours en victime. Et Garcia, c'est le porte-parole de la victimisation. Moi, les retours d'après le match du PSG où on dit on se fait voler. Alors, effectivement, j'ai eu un débat houleux d'ailleurs avec Thomas là-dessus. Moi, je pense que, et Nassima aussi, dans le petit WhatsApp qu'on a, où moi je pense qu'il n'y a pas faute sur Marquinhos et qu'il faut laisser jouer et que je pense qu'il aurait pu amener une action de but. Ok, mais ça c'est un détail. Derrière, il se passe rien. Il n'y a pas Thiago Silva, Mbappé rentre au bout d'1 heure de jeu, il n'y a pas Cavani. Et on est là, on s'est bien battu, on a mouillé le maillot, mais attendez, mais qu'est-ce que. On joue au rugby en Fédéral 2 ? Mais de quoi on parle ? Franchement, de quoi on parle ? Justement, ce match-là, c'est incroyable de perdre 2-0 à la fin. Normalement, ce match-là, on sait que tu vas pas le gagner. On sait que tu vas pas le gagner, mais tu es obligé de faire un match nul. Tu es obligé de jouer à 11 derrière au moins, quoi. Tu vois, tu es obligé de la jouer défensive. Même le score, à la limite, la manière, la forme. Putain, mais c'est des matchs, il y en a pas. Mais pourquoi ? Parce que quelle est la patte ? Quelle est la vision de jeu d'un garçon comme Rudy Garcia ? Est-ce qu'on l'a entendu ? Est-ce qu'on l'a vu même ? Tu vois, regarde, tu parlais du titre de Lille. Moi, je me rappelle d'une équipe de Lille qui était très costaud. Mais quelle était l'identité de jeu de ce LOSC-là ? Non, l'identité de parce que t'avais des gens devant, t'avais des joueurs devant qui étaient c'était pas une équipe costaud, c'était une équipe qui proposait du jeu, et je pense que le LOSC champion de France, c'est l'un des plus beaux ces dernières années. Mais attends, ce LOSC-là était... Et même la Roma de Garcia était l'une des équipes les plus offensives de Serie A, et c'est avec le temps où il s'est transformé en un entraîneur beaucoup trop pragmatique, qui ose plus mettre les couronnets sur le terrain et aller attaquer même face à des hommes. Moi j'ai l'impression que c'est la grinta. Si tu veux que le lien entre toutes ces équipes, c'est la grinta. Le problème, c'est qu'avec la grinta, tu gagnes pas forcément quelque chose. Quelle grinta il y a à l'OM en ce moment ? Il n'y a pas de grinta. L'an dernier, par exemple, ils font une superbe saison et c'était important parce qu'il fallait aussi ramener les gens au stade et on sait que l'ADN de l'OM fait partie intégrante de parcours aussi européen et quelque part, l'an dernier, ils sauvent leur saison avec la grinta. Quand tout le monde voit, vous parlez de Rudy Garcia, mais quand tout le monde voit un Valère Germain qui s'est éclaté dans sa carrière en jouant deuxième attaquant, qui n'a jamais été mis dans ses dispositions, est-ce qu'au bout d'un moment, le groupe va pas en avoir marre aussi d'être envoyé au charbon, de commencer à se faire siffler et tailler et cambrioler parce qu'on travaille mal parce qu'on travaille mal dans l'administratif, dans les bureaux. Je veux pas défendre Germain. Mais moi non plus. Mais Germain est devenu la risée et un petit peu la cible facile de tout le monde. Et moi, le premier, il m'exaspère. Hein. Je me suis toujours pas remis de ça. Je me suis toujours pas remis de son 1 contre 1 raté en finale d'Europa League. Mais c'est un mec quand même, à Monaco, à Nice, c'est un mec qui joue au ballon et tout. Donc nous, observateurs lambda, on se dit que mais non, Germain, faut lui mettre un attaquant à côté. Enfin, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir le brevet d'État pour ça. Et non, à l'OM, on va le mettre en neuf, aller mettre des grandes têtes à un profil à la Giroud. Mais il faut être complètement con pour faire ça, non ? Bon alors, réponse à ce débat sur l'OM, on a ensuite tous vos commentaires. Verdict, selon vous aussi, pourquoi l'OM manque-t-il à ce point d'ambition ? Qui vous pointez du doigt en particulier ? Je veux une réponse de chacun. Ce qu'il faut changer, là tout de suite, maintenant, pour que ça aille mieux du côté de l'OM, s'il faut une solution, je vous demande votre avis. Ça vient d'en haut de la pyramide, forcément. Maintenant, ça vient d'en haut de la pyramide, c'est des choix qui sont pris, c'est des gens que l'on installe. Et comme on le disait un petit peu en antenne tout à l'heure, renouveler
doubler Rudy Garcia alors que tu n'es pas sûr de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, pour moi c'est une grande erreur. Et quelque part, ça ressemble un petit peu, tu vois, au travers dont tu parles à propos du club de la capitale, c'est-à-dire de placer aussi certaines personnes avec trop de pouvoir ou au-dessus d'institutions. Erwan, Moi, je pense que Garcia vient de re-signer 2 ans. Il fait ses calculs financiers. Il ira pas au bout de son contrat. Il va prendre l'oseille et qu'il se casse. Max, Ouais, moi je pense que le problème c'est remettre l'institution, ce qui faisait la force de l'OM, tu le disais tout à l'heure Nassima. On fait le parallèle avec le Real ça va pas, c'est une institution, tu vires l'entraîneur. Marseille ça va pas trop, qu'est-ce que tu fais? Tu prolonges l'entraîneur. Je pense que c'est ce décalage là qu'il faut corriger. On est tous d'accord, c'est le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il part de là. En fait, si tes dirigeants montrent qu'ils ont de l'ambition en posant de l'argent, en achetant, en investissant, là forcément t'envoies un Pape signe à Diouf ton me manque équipe. énormément à l'OM. ouais, c'est vrai, c'est en effet. Et Non, pour mais j'ai moi- vu ça dans les commentaires tout à l'heure et il a tout à fait raison. Et en plus, il a ouvert une école de journalisme à Marseille. Donc, il est dans le coin, c'est un mec de la région. Pape Diouf me manque c'est énormément. vrai que ça apporte Et Bernard quelque chose. Tapie, dis-nous tout. Le vestiaire avec Petite chambrette. le vestiaire Chambrette. cette semaine avec Jean-Jacques Illy à nouveau sur ses déclats Ah ouais, sur mais ceci l'OM dit, des années 90, c'était assez encore. C'était assez fou. Que les supporters marseillais ne se disent pas, c'est une table de Parisiens qui nous en foutent plein la gueule depuis 15 minutes. La France a besoin d'un grand OM. La Ligue 1 a Ah ouais, besoin d'un tout à grand fait. OM. Le Paris Saint-Germain a besoin Ah d'un non, grand justement, OM. c'est de dire qu'on croit en l'Olympique de Marseille que de dire ça. Et pour moi, ils doivent corriger au mercato estival les erreurs de cet été parce que s'ils avaient pris juste peut-être un joueur supplémentaire un peu meilleur, ce que sera peut-être Strootman dans 3 mois, hein, je ne sais pas, ça pourrait changer les Pape choses. Diouf, 0 titre en rappel, il s'en va et derrière ils sont Ouais. champions avec Ouais, Deschamps et c'est c'est lui tout le qui fait travail le de travail, Pape ouais. Diouf. Donc on a le Oui. droit d'aller un petit peu plus Pour loin avoir que co- lire des pages Pour Wikipédia. avoir etc. côtoyé Jean-Claude Dacier énormément, Voilà. LCI et compagnie, en effet, Jean-Claude le dit lui-même que bon, il a travaillé, mais qu'il y a eu Bah, du travail de fait en amont. Tout de suite, comme d'habitude, comme chaque semaine, Max a énormément travaillé et ses équipes aussi, c'est le zapping. Le dernier de notre ami. Bastardo apposta l'ha messo là. Ah, che bastardo! Venga, Mari, bailate algo, Mari. It counts on the tree. What a game. Yes! Neymar! Next evolution, man. See you.
my buddy James. That's right. He wants me to come to West Ham, It's but happening. I'm saying they cannot afford me. I'll figure it out. I'll figure it out. Let's Big balls in the box, you on the end, done. exactly elbows and Elbows and everything. heads, that's it. That's good. That's it. You But have to say, come on your ones. Let's put up the viewers for the James Corden show first. Quel grand comédien ce Zlatan, on l'aime tous. Dans un instant, Manu, tu descends le moment que vous attendez tous quand il sort la calage sur un sujet. On va parler de Coupe du Monde. Alors Manu, cette semaine avec nous, tu vas parler de la Coupe du Monde à 2022 au Qatar qui pourrait se jouer non pas à 73 mais à 48 équipes. C'est l'idée lancée par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Pourquoi est-ce une fausse bonne idée? Dis-nous tout. Ça fait des mois, pour pas dire des semaines, des années, que les instances du foot nous abreuvent de nouvelles réformes après le 4e changement, après l'arbitrage vidéo, après l'Euro organisé dans 12 pays différents, place à la réforme dite de la Coupe du Monde, et on se demande si c'est pas vraiment celle de trop. Déjà actée pour 2026, celle-ci prévoit d'engager 50% d'équipes en plus à la plus grande des soirées privées. Une idée certes généreuse et très humaniste, on va le dire, sur le papier, mais qui servira davantage à enrichir la FIFA et surtout satisfaire les visées électoralistes d'Infantino au détriment du jeu. 2022, c'est demain. 2022, c'est le turfu. Une époque où la Coupe du Monde se jouera à Noël dans le désert et où il suffira d'une victoire pour sortir de poule à 3 équipes. Mais le format, justement, ça a déjà changé en 82, en 98. À l'époque, on n'a pas dit « Ah, sacrilège, on n'a pas fait un Manu, tu descends », tu vois. Oui, c'est vrai, mais à l'époque, ces élargissements étaient peut-être nécessaires. Le mondial n'était qu'une explication d'ailleurs entre Européens et Américains et dont étaient exclues les sélections asiatiques et africaine. Et puisqu'en même temps que la globalisation, le foot étend son spectre sur le globe, il était normal que son centre de gravité se déplace, mais continuer d'élargir toujours plus, n'est-ce pas tuer l'essence même de cette compétition faite d'excellence et d'élitisme? Le nouveau format à 48 équipes, c'est quand même 80 matchs en 32 jours, un système peu lisible, avec combien de rencontres vraiment intéressantes? Pas même la moitié, vraisemblablement. En termes de jeu, pourtant, les dernières Coupes du Monde n'ont pas été hyper séduisantes, même si la 2018, je crois, a été élue la plus belle Coupe du Monde de je ne sais plus trop quoi, à vrai dire, mais pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il faut changer quelque chose? On va reprendre tout simplement le très très bon gimmick de Bernard Farcy, excusez-moi, dans Les Trois Frères. Ma poule, la Coupe du Monde, c'est un peu comme une montgolfière. Pour remonter, il faut savoir lâcher un petit peu de lest. Car à voir l'état physique dans lequel étaient les grands joueurs cet été, à voir le niveau d'intensité sur les pelouses russes, un passage à 48 pourrait représenter une erreur historique qui continuerait d'affaiblir le football des nations. Morale de cette histoire, à force de vouloir réformer le foot, comme pour essayer de laisser une trace dans son histoire, les dirigeants risquent de dénaturer ce que des millions d'hommes et de femmes aiment depuis plus de 100 ans, car des mauvaises idées faites au nom du progrès ne sont en aucune forme un progrès, mais juste des mauvaises idées. Très bien Manu, juste très court tour de table, vous êtes pour, vous êtes contre, comme ça pour contre, ça reste quelque chose de... Ça reste un truc élitiste. C'est fou ça, parce que c'est vraiment l'humeur de tout le monde, en fait, tout le monde est contre, mais ça va... À 48, puis tu vas te perdre va complètement. à rien, il y a des matchs pourris. Ouais, mais puis ces phases de poule qui sont quand même toujours intéressantes et passionnantes dans ces Coupes du Monde, là, à 48, honnêtement, tu vas rassembler moins de foule, vraiment. J'ai vu un commentaire intéressant. Il n'y aura plus la place à l'exploit en fait. C'est-à-dire que c'est que pour les meilleures équipes. Donc quand on kiffait de voir le Ghana en quart de finale d'une Coupe du Monde, ça va être beaucoup plus compliqué maintenant. C'est comme la meilleure boîte de Paris, quoi. Si tout le monde peut y rentrer, plus personne n'y va. Bravo. Oh là là là, c'est une métaphore de la nuit. Bernard Farcy. Toujours une métaphore de la nuit. Moi je m'en fous, je rentre partout. Maintenant, ça, on sait, on a cru comprendre. Tout de suite, on va savoir qui sont les rois, les champions de ce plateau, puisque sans plus attendre, c'est l'interro surprise. Vous aussi, vous pouvez jouer qui est-ce, qui suis-je, et ensuite l'interro de la mort comme d'habitude. Qui est-ce, des photos floutées, qui suis-je. Je vous donne des indices pour trouver 2 joueurs, et ensuite l'interro de la mort pour se départager s'il y a lieu, s'il y en a besoin. On verra bien. Tout de suite, pour commencer, qui est-ce, des photos flouté, et à vous de trouver qui est qui. Avec une photo d'histoire du foot, une action qui a marqué, qui a fait polémique à cette époque-là. Croatie rencontre le Brésil, penalty, pas penalty, faute, pas faute. Fred, en effet, bonne réponse pour Max.
et Nassima Bravo. qui marque le premier but de cette interro surprise. Autre joueur, autre personne. Oh, Ouais, même pas une proposition. C'est calme. Hein. c'était un peu calme à ma droite. En effet, ils sont restés en boîte. Ils étaient au club. Attends, je paye, je vais faire le quiz. Tout de suite, un autre joueur qui a fait parler de lui ce mois-ci, un petit peu dans l'œil du cyclone, alors qu'il avait vécu, alors qu'il est, Marcelo. Sergio Ramos. Non, attends. ils ont proposé, mais comme Pépé. souvent, c'est raté. C'est Marcelo. Pépé. Pas du tout. C'est un joueur qui pourrait être Ballon d'Or, en effet. Ah. Erwan Ah, Abotret, il est cité en tant que Ballon d'Or, mais il vit un mois très compliqué. Il s'est d'ailleurs blessé avec le Real Madrid. Ouais, il était retour au duel compliqué avec pour notre Neymar. ami, hein. Ouais, retour très compliqué pour Raphaël Varane. Et vous égalisez Manu et Erwan. Autre joueur, autre situation très confuse, me semble-t-il, de mémoire, quand j'ai retrouvé cette photo dans les méandres des internets. Ouh. En effet, quel joueur Thierry a joué le cinéma avec Thiago Motta qui agresse qui, en fait? Fabregas. Fabregas, bonne réponse Ah, ouais. d'Emmanuel Moine. 2-1. Oh, Qui il avait agresse l'air content. Ouais, ça a dû Mais être- l'autre, il met quand même, Un tatouage. un pied au niveau de l'épaule d'un mec et il crie comme si lui avait mal. C'est ça que j'ai trouvé fantastique sur cette photo. Il Le lui a fait un génie. tatouage et Dieu sait que j'aime Thiago Motta Le pour génie autant. de Thiago Motta. Mais il n'y avait pas que ça. Le il y avait génie pas que de Branda aussi. Hein. Ne le réduisez pas à ça. Autre joueur, autre situation, un homme qui fait parler de lui désormais dans les Pires. médias. Il avait à l'époque un maillot doré. Dugarry. Dugarry, Ah, bonne réponse, c'est juste avant. Ça, c'est Max. Ah, je crois que c'est moi qui l'ai dit. C'est après. juste C'est Max avant. qui l'a avec le match. Ah, On C'est peut juste appeler avant de la la part barre. de j'avais Max. ce maillot-là. On peut appeler la barre. Non, Max. Erwan Beau ne marque joueur, pas le Erwan. point, c'est bien l'égalisation à ma gauche. C'est assez rare. hein. Plus que Manu. Hein. Deux joueurs habitués à prendre des cartons rouges se sont rencontrés sur les mêmes terrains et ils ont été Alors, de Heinze. Ligue 1. Ah, c'est une- Heinze. Non, et l'autre, c'est. Non, pas du tout. Non. L'autre, c'est le Deux. tueur, la blonde qui a choisi PSGOM. fou, C'est pas DU. Roll. Il y a quelques... Non, c'était il y a dans les 5 dernières années. Oh putain, c'est pas Cyril Roll. Non, pas du tout. Deux joueurs. Barton. Barton, bonne Ah, réponse bah, du côté de Verratti. Et l'OM. Mota. Et Mota. Et non pas Mota. Verratti, non Non, c'est Non, pas non. Verratti. Il a lui aussi pris de nombreux cartons rouges dans sa. Oui, Il vit oui. désormais Chalet. aux États-Unis. Zlatan. Non. Les gars. Beckham. Beckham, bonne Ah. réponse. Bien joué. Ah ouais. Doublé Avec pour, un carton rouge, t'es dur. Ah ouais. Doublé. Ouais, Ah. Non, C'est pas c'est la vrai. première, c'est pas sa qualité première. Il a Il a pris des beaux en Ouais. Coupe du Monde. Oui, il a oui. marqué l'histoire du foot aussi avec ses rouges. Ça fait 2 points là d'un coup pour Nassima et Max. Chapeau. Oh, ça continue les qui est avec un joueur qui était titulaire cette semaine en championnat d'Angleterre. Bonne réponse 4 buts. Bravo. C'est les cuisses. Hein. Ah ouais, bien trouvé en effet. Ça cuise, quoi. D'autres c'est la sensation de la semaine. Deux joueurs qui viennent tout juste de signer dans un club français comme ça en plein milieu sans mercato. Ils ont des grosses cuisses aussi. Sidorf et Pirlo. Bonne réponse, il repart Oh là là devant. là là là. Excellent. Je l'ai vu, je suis tombé dessus, écoute. Il a suivi l'actu, tout simplement. Ils n'ont pas vraiment signé, hein, pour ceux qui n'ont Ouais. pas de second degré. Bien, avec les gens de Marat, c'est fait. Il vient, quand tu leur fais croire qu'ils re-signent au Milan. Les belles années 90, 2000, en effet. Ah, Sidorf, c'est la famille. Hein. Thomas, il doit être ému dans la région. Erwan et Manu qui marquent 2 points, qui reprennent l'avantage. 3 joueurs à trouver cette fois. On va dans les années 90. Ils ont marqué l'histoire du foot. Van Basten. L'Ajax à l'époque. Non, Van Basten, on dirait, il a un Ouais. point en moins. Tu peux le Je sais mettre pas, là c'est son anniversaire. Attends, parce qu'on voit pas les. Kluivert. Il y a Kluivert, non. Le grand, là. Non. Non, non, Ah, le Kluivert, grand, non, le non. grand, c'est le défenseur central. Bogart. Reisinger, Non. non. Bogart, non Reisinger, 1 point pour Manu. Littmanen, non, Littmanen, il est Littmanen, là. on le voit. Debourg. Il y a- Il y a Overmars qu'on voit pas sur la photo. Ouais, bon point de Debourg. Emmanuel Moine. Et attends, debout. Et c'est un Ouais, mais attaquant attends, mais- qui n'est pas néerlandais, Ah, merde, qui attends. est avant-centre, qui a joué en Angleterre, qui est international nigérian. Canou. Canou. Canou, bonne réponse. vu. Ah, c'est lui le plus grand Canou. Il marque les 3 Tu vois points. de Bogart. Bogart. Défenseur Ouais, carrière. ouais, là, ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait kiffer cette équipe Et là, on peut Rijkaard et tout. reconnaître Sidorf avec les cheveux incroyable. courts. Rijkaard. Van der Sar, bien sûr. Littmanen. Littmanen tout à gauche, ouais. Quel joueur. Euh, Là, c'est Danny Blind. En bas à droite, c'est Après Babangida. Danny Blind, Debourg. Ouais. Non, c'est pas Babangida Reisinger, ou Baba Yaro. Littmanen, Debourg, les Ouais. frères. Oh, elle était folle, Ouais. cette équipe. Blind, c'est son fils qui joue, Ouais. qui est revenu à l'Ajax d'ailleurs. Qui est revenu à Bravo. l'Ajax. Il y a donc 8-4 Wow. grâce à 3 points d'un coup d'Erwan et Mais bon, Manu là. qui ont marqué Ouais. des points. Bravo. Mais vous Ça savez, t'impressionne, hein comme chaque semaine, Attends, j'avais une question. Je préfère Van Persie ou. Pardon, excusez-moi. désolé. ou Van Basten, t'allais dire On en parlera plus tard. Tout de suite, qui suis-je 2 hommes à trouver un par un et ces 2 hommes valent 2 points. Oh. C'est important. J'ai 48 ans.
Je fais 1m87, j'ai connu une grande carrière en Ligue 1, mais j'ai également joué en Angleterre, en Allemagne. Non, en Angleterre, j'ai joué, mais j'ai fait 0 match en fait. En Allemagne, j'ai beaucoup plus joué, dans un grand club d'ailleurs. J'ai connu 11 sélections en équipe de France Espoir, 3 sélections en équipe de France A'. Oui, A', ça existait à l'époque. Je suis né à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Ça ne vous dit rien? Normal. Je vous ai pas dit, mais j'étais gardien de but. Ça, c'est important. C'était mon poste Charlie seul Tange. et unique. Charlie Tange. Charlie Tange. Porato Porato, non. Et désormais entraîneur du côté de Beaune, puis de Monceau, j'ai été formé à l'INF Vichy. J'ai rejoint l'Olympique de Marseille en contrat stagiaire. J'ai été ensuite, beaucoup plus tard, directeur sportif à Guignon, entraîneur des gardiens à Auxerre, où j'ai rejoint Jean-Guy Valem. Ce n'est pas Jeannot. Bien cool. J'ai été... Ah oui, régale. J'ai été conseiller municipal à Vanctin. Je ne sais pas où c'est, mais je lui souhaite du plaisir. 572 matchs en carrière, immense figure du RC Lens. J'ai été forcément. Passe à l'OM, Varmus. Stagiaire. Ah ouais. Passé en stagiaire. Vainqueur de la Coupe de la Ligue 99, champion de France, demi-finaliste. Arsenal, ah ouais. Il va à Arsenal, demi-finaliste de la Coupe UEFA. Il ne joue pas à Arsenal, 0 match. C'est Tom. Ouais, j'ai vu. Serravino, faut que t'arrêtes. Autre 2 points donc pour. Oh là là. Ça, ouais. Dans les commentaires, ça y va à fond. Autre qui suis-je? Qui vaut non pas 2 points, mais 4 points. Oui, forcément. Pourquoi forcément? Si tu le dis, ça vaut 6 points alors. 6 points, ce qui suit. J'ai 22 ans. J'ai connu 3 clubs en France. 1m82, j'étais défenseur. Puis, repositionné attaquant par mon coach. Je suis désormais toujours en Ligue 1. J'ai évolué uniquement dans des clubs du nord de la France. J'ai été repositionné attaquant par mon coach à Johannesburg. 16 buts en 36 matchs. Motiba. Je suis. Les Pardon Motiba. Motiba, c'est Ouais, loin. chaque fois. Arrête d'aller sur les mecs de 22 ans qui sont passés par l'Afrique du Sud. C'est des trous, ces mecs-là. Sans déconner, quoi. En 2013, j'ai connu une grave Ah blessure. ouais, les à la mecs de 22 piges formés dans les bas-fonds de Johannesburg. Il n'y a que lui qui peut trouver ça. International sud-africain, Lebo Motiba qui performe avec Strasbourg en ce moment. 6 points, ça nous fait donc 19. Eh ouais. Allez. Manu va donc passer à l'interro de la mort. Tu l'as pas fait? Super mauvais. Tu l'as fait la semaine dernière? Ah ouais, non mais j'ai C'est toi l'année dernière. Alors c'est Erwan. Alors c'est Erwan. Désolé. Beaucoup mieux que Manu, tu vas voir. Clairement. Non mais. L'interro de la mort qui déterminera non pas s'il y a égalité, mais s'il y a victoire. On veut des gagnants dans la first team chez la classe foot. À partir de là, cet interro de la mort vaut 2 points. 2 points. Il a joué à Lille en plus, Moïba. Ben oui. Moïba là, ouais, c'est bon, vas-y, sans déconner. Fais-lui trouver Nicolas Pépé la prochaine fois aussi, quoi. Vous avez la main, Erwan, à votre tête. Si vous gagnez l'interro de la mort, vous remportez le titre cette semaine. Et peut-être le maillot de Boca, s'il vous va. Ou si les gens l'emportent sur Twitter. Tu as le droit de retweeter la T'as pris pour un Indien dans la ville, quoi. Ouais, sans déconner, quoi. Mimi Siku, appelle-moi, quoi. Avec une perruque, la frange. Dory, bravo pour la référence Dory. J'ai pas de mémoire. Bravo, j'adore. 8 questions, 8 réponses à retenir. L'interro de la mort, version Burger Quiz. C'est parti tout de suite. S'il vous plaît, toute déconcentration sera punie d'1 point en moins. On le dit, hein. On les connaît, les filous. En quelle année la France n'a pas été championne du monde? On dirait Voldemort là. C'est qui? Moins un pour, s'il vous plaît, au niveau des scores, on peut mettre Merci. moins 1. Et est-ce qu'on peut faire un plan sur moi pour que je réponde? Droit de réponse à Max, d'accord? Voilà. Droit de réponse à Max, Il y a pas 10-10. déconner. Il y a 10-10. La pression est encore plus monstrueuse parce que s'ils reparlent, ils prennent 19 et t'auras Voldemort, gagné sans jouer. J'ai jamais remis quand de ta coupe à la Dunga, en fait. Que je t'avais chambré une fois, là. C'est pas une fois que je t'avais chambré, t'avais eu la haine. Ah, je m'en souviens. Allez, On est en retard. On reprend. En quelle année la France n'a pas été championne du monde? C'est qui? 98. S'il vous plaît. C'est qui ton ballon d'or 2018? Plutôt chamois-niortier ou sanglier des Ardennes? Quand t'inscris un doublé, tu mets combien de buts? Zidane, plus fort au Real ou à la Juve? Naples PSG, tu vas regarder? 82.
Il en reste une. Ah merde, il y en a pas 6. Il y en a 8. Il y en a 8, ah ouais. Il en peut plus. La première fois, j'avais fait 6. Hein. On dirait maternelle. Dernière question. Il y a un invité bientôt dans la classe foot, là. C'est qui? Pinto. Quand tu veux. Ah, je me suis perdu du coup. 82, moi, Sanglier, 2, le Real. Ah, après, je me suis arrêté là. Ah ouais, après, j'ai... Putain... Oui. Et après, j'ai plus les questions. Il en reste une. Oui. Oui. Sean Paul. Ah non, Pinto. C'est non, le prochain invité, c'est Kylian Mbappé. Non, mais non. C'est qui notre prochain invité dans la classe foot? On en a un? Ah, mais d'accord, mais elle sort dans 3 semaines, peut-être qu'on aura un avant. Ah, Je crois que d'accord. je peux dire n'importe Non, quoi. mais ça passe, victoire. Je peux dire n'importe quoi. Victoire d'Arwan Amotrel. Bravo. Non, Bravo, ça mon passe. Bravo. On aura Serge Garnier en invité, mais en effet, bravo. Je dédicace cette victoire à Voldemort. Hein. Bravo, parce qu'en plus, il y a eu de la gêne. Sanglier des Ardennes, évidemment, messieurs. Il y a eu des triches. Bravo à la réalisation, Kili, à Polo, bien sûr, pour la préparation, à Thomas, Antoine en régie, qui ont été vraiment performants, il faut le dire. À vous pour toutes vos questions, vos réactions dans cette nouvelle classe foot. À vous aussi, parce qu'on est plus de 5000 abonnés sur la nouvelle chaîne YouTube First Team Sport. Ça, c'est un plaisir. À vous aussi de participer si vous avez envie de gagner le maillot de Boca, parce que ce week-end, c'est finale de la Copa Libertadores. Alors, vous jouez sur First Team Foot. On va vous mettre un tweet qui doit être déjà en ligne, parce que Tom travaille beaucoup et il travaille bien. Alors, je vous dis très bon week-end de sport. Ça va être chaud, ça va être beau. Et à très vite. Bye bye.